Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes à nouveau, et avec une grande chance avec François, qui a dû subir l'humiliante défaite de la France à Édimbourg. Il y était directement. Bon, voilà. Dupont n'a pas pu faire tout le boulot. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On ne va pas non plus parler de guerre en Ukraine, de guerre en Iran, même si la géopolitique dicte la politique qui dicte l'économie. On va revenir un peu en France et on va revenir sur ce sujet qui va nous concerner dès ce week-end et jusqu'au 22 mars, les élections municipales. Eh oui, c'est moins sexy que la Troisième Guerre mondiale, les missiles qui volent par-dessus le Proche-Orient, l'invasion, l'offensive pressante et imminente de la Russie sur Odessa, sur Kiev, que sais-je, peut-être sur l'Europe. Bon, tout ça, le déficit de pétrole et de gaz. Mais néanmoins, les élections municipales sont quand même importantes pour la vie des Français au quotidien. Et puis, il y a des enjeux. Et puis, en fait, vous allez voir, ça va être assez intéressant, surtout avec François Coq, qui connaît très bien son sujet, parce qu'on va parler de personnages hauts en couleur, comme Sarah Knafo ou Sophia Chikirou, les fantasmes des uns et des autres politiques, les petites combines. Vous allez voir, c'est quasiment aussi intéressant que les opérations militaires et des états-majors incompétents de Washington. Et peut-être avec des conséquences aussi catastrophiques. En tout cas, avec des états-majors aussi incompétents. Oui, peut-être. Non, peut-être moins avec des conséquences catastrophiques, mais quand même, pour leurs supporters, peut-être. Voilà. Donc, on va aborder tout ça. Et puis, peut-être, on peut se demander, déjà, mais pourquoi est-ce que ça intéresse aussi peu, alors que on répète souvent dans les médias, François, que le maire, c'est l'élu du quotidien, on le croise enfin, dans les petites villes, on le croise tous les jours, c'est l'élu qui compte, on dit en même temps à portée de baffe et en même temps celui qui est vraiment à l'écoute des citoyens. Censément, c'est les élus les préférés des Français. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, dans une classe politique qui n'est plus très, très appréciée en général par les Français, peut-être par un certain nombre de déceptions. Pourquoi est-ce que ça... Ou alors c'est juste parce qu'il y a un tel chaos géopolitique que tout le monde est focalisé sur ce qui se passe en Ukraine, en Iran. Bon, d'abord, tu as raison d'évoquer le fait que je pense que toi, moi, peut-être les gens derrière le poste, on aurait plus d'appétence pour discourir sur ce qu'est la situation internationale, ses évolutions au jour le jour, avec toutes les difficultés d'ailleurs qui sont qu'elle évolue tellement vite que les propos que l'on peut tenir deviennent vite et caducs. Ceci étant, il y a une élection municipale et elle n'est pas a priori dénuée d'intérêt. Elle n'est pas dénuée d'intérêt parce que les municipales sont malgré tout liées à l'élection présidentielle. Alors en général, elles sont liées à l'élection présidentielle d'une autre façon. Je dis à la présidentielle parce que c'est quand même la seule élection qui nous intéresse dans ce pays, c'est l'élection structurante, qu'on le veuille ou non. Donc les municipales sont liées à la présidentielle parce qu'en règle générale, elles interviennent après une élection présidentielle et donc elles sont une élection sanction de mi-mandat ou de cours de mandat. Ça a souvent été le cas. C'était le cas, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, en 2008, qui était une élection où les Français se sont saisis de l'élection municipale pour mettre une baffe à Sarkozy, qui avait été élu un an avant, et le début de quinquennat de Sarkozy leur convenait pas du tout. Ça a été le cas en 2014, quand lors des municipales, les gens ont fait savoir à Hollande et au PS ce qu'ils pensaient d'eux. Ça a été le cas même dans une situation bien particulière de crise Covid en 2020, quand les Français ont dit à Macron que le macronisme municipal n'avait pas vocation à exister et que là encore le début de quinquennat du premier quinquennat de Macron ne les satisfaisait pas. Si je peux faire une petite histoire, c'est tout à fait juste. Moi, je remonte encore plus loin, parce qu'il y en a une que j'ai beaucoup analysée, c'était l'élection municipale de 2001, avant 2002, parce que je m'occupais je faisais la sociologie à l'époque, et je travaillais sur les mutations des conditions de travail, et c'est la loi sur les 35 heures, mais en fait, il y avait l'annualisation du temps de travail, et c'était très, 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 très mal passé dans les catégories populaires, parce que contrairement à ce qu'on vendait, c'était pas travailler moins, en fait, pour le prolétariat ouvrier, c'était travailler tout autant sans prime. Et dans les analyses de terrain, on faisait remonter à l'époque, j'étais à Normal Sup, c'était clair et net, le vote populaire, ouvrier, allait basculer ailleurs qu'à gauche. Et non, 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 c'est une illusion. Et grosse illusion quand même, parce que partout où on va, ils sont pas contents. Et 2002 derrière. Ouf. Mais c'est pour ça que je te dis que les deux sont liés
je t'ai pris le premier type d'exemple où on a des élections sanctions de cours de mandat après une élection présidentielle, et je venais donc notamment sur l'exemple que tu viens d'évoquer, où on a des cas, où on a des cas plus rares, où l'élection municipale précède l'élection présidentielle. Elle est juste avant. Et le cas emblématique, tu as raison de le dire, c'est le cas de l'élection municipale de 2001, élection présidentielle de 2002. Qui a donné non seulement une indication, mais qui surtout a créé un espèce de brouillard politique pour bien des gens, parce qu'ils ont eu une interprétation biaisée et tronquée des résultats. J'y reviendrai, mais 2001, c'est quoi? C'est la bascule, notamment de Paris et de Lyon à gauche. Et c'est ça, finalement, qui a fait le message principal. Ça a occulté tout le reste. Mais le message que tu évoques, il existait dans les urnes en 2001. Il a simplement été occulté par ce qui était sur le devant de la scène, Paris et Lyon. Et donc, il y a eu une erreur d'interprétation, il y a eu une erreur derrière stratégique, et Jospin, on a payé, le prix de sa politique et de ses mauvais choix en la matière. Donc, c'est pour ça que cette élection, elle nous intéresse, parce qu'elle ne sera pas une élection de cours de mandat. C'est plus le moment de sanctionner Macron, c'est bon, on a compris, on aurait pu le faire sauter 10 fois. Ceux qui avaient les moyens de le faire ne se sont pas saisis du bon levier, que ce soit la destitution, disaient certains, que ce soit la démission appuyée par les partis de l'autre, peu importe, aujourd'hui nous n'en serons plus là, c'était même potentiellement la dissolution aussi, parce que la multiplication des dissolutions, et notamment la dernière qui aurait dû intervenir, aurait totalement isolé le président de la République. Ça n'a pas été le cas. Donc chacun comprend bien que c'est plus le moment d'aller voter pour dire non, je veux pas de Macron. Ben non, Macron il se barre dans un an, donc c'est plus le moment d'envoyer ce message. Donc c'est déjà un espèce de pré-premier tour de l'élection présidentielle. Et si je dis ça, c'est que je vais, et on va essayer dans notre discussion, de faire ressortir une grille de lecture de l'élection à venir. On peut pas vous décrypter l'élection parce qu'on n'a pas encore les résultats, et je veux bien être de mauvaise foi, mais je peux pas aller jusqu'à ce point d'analyse pour dire pour tordre des résultats qu'on n'a même pas sous la main. Donc, par contre, on va essayer... Parce que on a interviewé Emmanuel Todd récemment, et il revient du Japon, où il a affronté en débat Peter Thiel. On aurait demandé un Palantir. On aurait pu avoir une petite vision de ce qui va se passer. On aurait pu. Pardon. On aurait pu. Bon, mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je voudrais qu'on essaie de faire, c'est de sortir une grille de lecture. Et comme ça, les gens derrière le poste, ils ont pas besoin de nous, en fait, pour lire les résultats dimanche soir et lundi matin, quand tout cela va tomber. Alors, premier point, je viens de l'évoquer, c'est une élection qui précède la présidentielle. Et donc, la grille de décryptage va être importante. Deuxième point, c'est la question que tu me posais. Est-ce que cette élection municipale, finalement, elle n'est pas plus intéressante parce que les Français ont plutôt confiance dans leurs élus municipaux que dans les autres? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faudra regarder vis-à-vis de la participation. Parce que si on reprend les derniers chiffres, d'une manière générale, les Français, la politique, ils en ont ras la casquette. À 78%, les Français, aujourd'hui, ne font plus confiance dans la politique. Mais par contre, parmi les institutions dans lesquelles ils ont confiance, ou plutôt dans lesquelles ils ont le moins pas confiance, on trouve le conseil municipal. Pour le conseil municipal, il y a 40% seulement des Français qui ne font pas confiance à leur conseil municipal. C'est l'institution la moins décrédibilisée. Hein. Il y a 81% des Français qui ne font pas confiance au gouvernement. Il y a 77% des Français qui ne font pas confiance à l'Assemblée nationale. Donc seulement 40% ne font pas confiance à leur conseil municipal, et 60% font même confiance à leur maire. Là où pour les députés, il n'y en a que 27% qui font confiance à leurs députés. Les chiffres que je donne là, ce sont ceux de la grosse enquête Cevipof sur la confiance dans la vie politique qui a lieu tous les ans, et ce sont les résultats de l'enquête 2026 qui est sortie à la fin du mois de janvier. Donc, logiquement, on peut se dire que les Français vont être intéressés par cette élection. C'est pas vraiment ce qu'on sent. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de campagne. Je rappelle que la vie politique a été gelée pendant des mois sur la question budgétaire. On a l'impression que c'est de notre siècle, aujourd'hui, cette question budgétaire. Mais je vous rappelle que c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu de discussion politique réelle au-delà de la question budgétaire
jusqu'à la moitié du mois de février. Et une fois que le budget a été passé, eh ben on a basculé directement sur l'actualité internationale, la séquence Groenland et les différents discours qu'on a analysés ici même ou que vous analysez sur Fréquence Populaire dans différentes émissions. Puis, bien évidemment, aujourd'hui, l'Iran. Donc, en fait, à l'exception de certaines villes où il y a quand même, ça arrive un peu à affleurer, comme Paris, Grenoble, Marseille. oui, Il y a un petit peu d'enjeu. Est-ce que ça va basculer ou pas? oui, mais on va encore retomber sur l'arbre qui cache un petit peu la forêt, c'est-à-dire se focaliser sur la politique des métropoles, voilà, qui n'est pas forcément l'essentiel, ou en tout cas qui donne une vision spécifique, en fait, de la vie politique. Donc, une fois qu'on a ça en tête, qu'il n'y a pas eu de campagne, que la campagne a été totalement phagocytée et passée sous les radars, une fois qu'on a dit que a priori, les Français ont un a priori plutôt favorable pour leurs élus de terrain, ben on verra ce qu'il en est de la participation ou de l'abstention. Le taux d'abstention, hein, j'ai regardé, il était autour de 30%, il était à 33% en 2001, il était à nouveau à 33% en 2008, il grimpe jusqu'à 37% en 2014. Alors, il grimpe encore en 2020. Je pense que ce ne sera pas le bon référentiel 2020. Si vous vous souvenez bien, le premier tour avait été maintenu de manière abracadabrantesque au lendemain de l'annonce par le Premier ministre qu'on fermait le pays. C'était quand même dingue. On avait tenu le premier tour dans ces conditions à cause de la crise Covid. Donc là, il y avait une abstention de 55% à l'époque. Je pense que c'est pas ça le bon référentiel. Il faudra regarder quel est le niveau d'abstention par rapport au 33, 37. Est-ce qu'on va continuer sur cette montée de l'abstention à l'occasion de cette élection? Et ça, parce que je bascule à chaque fois sur la présidentielle, ça va être un indicateur. Est-ce que la colère qu'on ressent dans le pays, qui existe, le sentiment dégagiste qui existe dans le pays, est-ce qu'il va s'exprimer déjà un petit peu au municipal? Est-ce qu'on va être dans des étiages comme ça de 40% d'abstention? Ou est-ce qu'il va y avoir un reflux et finalement les gens vont faire contre mauvaise fortune bon cœur et ils vont tant pis retourner voter? Ça va nous donner une première indication sur la volonté de se saisir de l'élection présidentielle comme d'un moment d'expression d'une colère populaire ou pas. Voilà, ça c'est le premier point, je crois qu'il faudra analyser comme toujours. Le deuxième point qu'il faudra analyser, c'est celui du message. Ou le troisième déjà. Bon, je te suis. Allez, le troisième. Le troisième, en fait, c'est parce que je l'ai déjà évoqué. C'est le sens du message. Voilà. On en a parlé pour 2001 et l'erreur de lecture du Parti socialiste, notamment, mais pas simplement, hein, de l'ensemble des médias qui étaient partis sur Delanoë à Paris, etc., etc. Il y a toujours un message principal qui ressort d'une élection municipale, si on regarde et si on refait un petit peu l'historique, moi je me suis amusé à faire ça. En 95, c'est la droite qui se réimplante fortement et qui repart à la conquête des villes de plus de 100 000 habitants. Voilà. En 2001, on a dit c'est le message biaisé du PS qui gagne Paris et Lyon, alors que la droite, et ça c'est moins vu, était en train de gagner beaucoup plus largement dans les villes de plus de 20 000 habitants. En 2008, le message, là, il est clair, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la claque donnée à Sarkozy et l'implantation municipale du PS. 2014, c'est la déroute du Parti socialiste et la droite qui se réimplante dans les grandes métropoles, et le RN à l'époque qui conquiert ses premiers bastions. En 2014, ils font Hénin-Beaumont, Hayange, Fréjus et Béziers, quand même. Et 2020... Il y a eu une phase à l'époque avec Toulon, quand même, orange, oui. avant 2000. Oui. Et ensuite, 2020, alors c'est le seul moment où il y a un message peut-être un petit peu multiple, c'est ce qui se passe dans les métropoles et la vague verte, parce qu'il y a eu une vague verte, hein, ils font quand même, ils font Lyon, les Verts font Lyon, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg. Et peut-être c'était lié à la mauvaise participation. Au Covid, Oui, peut-être, mais je vais y venir. L'écologie était quand même l'un des thèmes de campagne. C'était dans l'air du temps de la période. Et ce qui nous manque aujourd'hui sur cette élection. L'écologie était dans l'air du temps de la période et ça s'est concrétisé dans les métropoles et uniquement dans les métropoles. C'est intéressant de regarder ce qu'il en est quand même 6 ans plus tard de l'écologie
et des situations dans ces différentes villes où les Verts seront en situation de peut-être toutes les perdre. On Quand prend même. 12, je pense. Oui, ça va être un peu un chouïa compliqué, à mon avis, pour eux. Et puis l'autre message de 2020, c'était que le macronisme municipal n'existait pas et ne pouvait pas exister. Et là, il y avait une incapacité de Macron à transformer l'essai. Donc la question, c'est quel sera le message de 2026 ? Là encore, on ne peut pas le donner aujourd'hui. Mais si on regarde par rapport à 2020, je disais, dans l'environnement global de la pensée politique de l'époque, beaucoup de gens, à tort, on le sait aujourd'hui, mais à tort parce qu'on était quelques-uns aussi à penser que ça ne pouvait pas être le cas, pensaient que l'écologie allait être le paradigme refondateur de la pensée politique. Voilà. C'était pas incohérent comme pensée, mais certains, moi j'en étais, considéraient qu'on ne pouvait pas restructurer l'ensemble du débat autour de ces questions. Bon, la suite nous a donné effectivement raison, mais en tout cas, malgré tout, l'écologie a fait que ça s'est traduit par des résultats dans les urnes. Là, on a une question qui surplombe le débat aujourd'hui, qui sont les questions, deux, qui sont les questions de sécurité et d'immigration. Est-ce que ces questions-là vont réussir à se traduire dans les urnes à l'occasion d'une municipale qui n'est pas l'élection qui est la plus à même de régler et de traiter ces questions qui sont d'abord des questions régaliennes. En même temps, il y a la question de police municipale. Il y a les questions de police municipale. Beaucoup, et d'ailleurs, j'ai l'impression que certains candidats qui jouent la carte immigration-sécurité parlent beaucoup de ce qu'ils vont faire de la police municipale, alors que celui qui a précédé était nul, qu'ils vont les armer, que bon, il y a tout un quand même. C'est toujours localisé, mais c'est la porte d'entrée qui est mise en avant. C'est la porte d'entrée. Mais on verra. Je crois que ça sera déjà un indicateur pour voir comment ça se traduit dans les urnes. Là encore, il faudra se méfier de l'interprétation qu'on en donnera, pour la raison que je viens de donner, parce que est-ce que les gens vont se saisir de ce sujet sur la municipale, ou est-ce qu'ils vont attendre la présidentielle pour s'en saisir, ou est-ce qu'ils vont pas s'en saisir du tout, et que c'est simplement un air du temps qui est survalorisé et surjoué. C'est ça qu'il va falloir voir. Je me pose une question sur les sujets qui émergent. Donc, tu as parlé d'immigration et de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand même, d'une certaine manière, la question du pouvoir d'achat ? Parce que moi, je suis encore dans une mairie communiste pourtour de Paris qui tenait bien ça. C'est quand même je suis dans une ville qui est très populaire, en fait. Les gens travaillent. C'est pas une petite ville de banlieue dure, mais les gens travaillent et c'est toujours un peu tendu les fins de mois. La mairie classique communiste tient toujours cette politique sociale qui est quand même à l'œuvre pour certaines mairies. Emmener les enfants en vacances, favoriser différentes choses que les gens ne pourraient pas se payer. Est-ce que ça ne va pas jouer dans un contexte où ça commence à être tendu très très tendu, et puis maintenant les gens voient l'élection va se passer alors que les prix du pétrole va augmenter, du fioul, tout le monde comprend bien que ça va pas très bien se passer l'année prochaine pour tout ça. Est-ce que ça va pas jouer, peut-être un peu ? Si, ça va jouer. Là, ce qui est en train de se passer sur le prix de l'essence, même si ça n'intervient qu'en fin de campagne, et si ça n'intervient que depuis une dizaine de jours, ça va avoir un effet déflagrateur. Il faut absolument le mesurer. Et d'ailleurs, quand on traite aujourd'hui la question de la situation en Iran, au Moyen-Orient, et sur le détroit d'Ormuz, on comprend bien qu'il y a une dimension géopolitique, mais les Français raisonnent aussi, et d'abord avec comment ils font pour vivre. Parce que l'augmentation, ils la voient de manière concrète à la pompe. Il est pris aujourd'hui au-dessus de 2 € le litre pour le gazole. Et puis, ils savent qu'ils vont devoir s'attendre encore à devoir mettre la main à la poche. À partir du 1er mai, on sait que tout ça va se retranscrire sur l'augmentation du prix du gaz, par exemple. Donc, et en inflation sur les produits dans les supermarchés. Tout ça est amené pour le pétrole. Donc, nécessairement, ça va être... Donc cette question, elle va être centrale. Les Français savent quand même qu'ils ne pourront pas la régler par l'élection municipale. Mais par contre, ça va créer un état d'esprit. Ça, c'est une certitude. Et puis, il y a quand même des thématiques aussi qui reviennent et qui ont quand même rythmé la campagne sur le terrain. C'est... La question du logement est beaucoup revenue dans cette campagne. Énormément. C'est une question, si on regarde bien ce qui se passe dans les différents pays, qui a toujours été importante, mais qui est quand même de plus en plus centrale, je trouve. Moi, j'invite à regarder ce qui se passe, par exemple, en Espagne, où on a un gouvernement, celui de Pedro Sánchez, qui est minoritaire depuis maintenant des années et des années, qui joue sa partition souvent plutôt finement, mais qui tient aussi parce que il a agi sur la question des salaires
et sur la question du logement. Donc, Ça passe un peu sous le radar. J'ai l'impression dans différents partis politiques, je suis assez étonné, y compris dans les partis plutôt de gauche. Peut-être que ça sera un indicateur que c'est une des questions qui n'est pas sous le radar des commentateurs habituels, mais une des questions en fait qui sera importante pour les candidats de 2027. oui, je pense que ça sera une question importante. Oui, ça va être ça c'est évident. Comment ça va se traduire? Tu viens de le dire, tu as pris des exemples où la question du logement est particulièrement prégnante dans les villes de banlieue des métropoles. On verra, on verra quel est le mouvement. Tu parles d'une ville qui reste communiste. Moi, on est ici dans une ville qui a été communiste pendant 70 ans et qui a basculé à droite aux dernières élections. On verra si ces ancrages demeurent. J'ai tendance à penser que la reconquête par la gauche va être quand même globalement compliquée. Voilà. C'est le sentiment que ça me donne. Mais bon, ça on jugera sur pièce dimanche soir. Voilà en tout cas les gros points, moi je trouve, de grille de lecture. 1, le sens du message qui va être donné. Ne pas se laisser abuser par ceux qui vont vouloir essayer de résumer ça en un mot. Méfiez-vous, c'est le précédent de 2001. 2, quel est le niveau de colère populaire? Et là, le bon marqueur, ça va rester, comme toujours, le niveau de l'abstention à comparer par rapport à celle plutôt de 2014 et à la courbe ascendante de l'époque. Et le troisième point, c'est que tout ça doit être mis en perspective avec la présidentielle à venir dans ce schéma-là assez rare de municipal qui précède l'élection présidentielle. Voilà. Ça nous donne des éléments généraux d'abord d'analyse. Et en parlant justement de la présidentielle à venir en 2027, est-ce que sans se faire avoir par les résultats des municipales pour l'élection présidentielle comme en 2001, est-ce que selon toi, ça va être important de voir le score du RN, l'implantation dans des villes du Rassemblement national? Alors moi, c'est ce que je te propose maintenant. Je te propose qu'on regarde ça force par force pour les élections municipales, qu'on regarde quels sont les enjeux pour les uns et pour les autres, et de quelle manière ça les met dans l'eau pour la présidentielle. Est-ce qu'ils vont plonger dans la piscine ou est-ce qu'ils vont tomber en faisant la bombe, quoi? Voilà. Donc il va falloir qu'on regarde ça. Si tu veux, on peut commencer par le Rassemblement national. Commençons par le Rassemblement national parce que tout le monde dit ils vont gagner. Et puis là, il y a une sorte de rouleau compresseur d'écartement de Marine Le Pen pour faire une large voix à Bardella, qui est donné jusqu'à 38%. Mais bon, c'est sûrement gonflé, tout ça sera réduit si c'est finalement lui qui est candidat. Mais est-ce que ça a un effet, tu penses? Et est-ce que le RN peut sortir avec des villes importantes? Est-ce que c'est le début d'une implantation et peut-être de sénateurs plus tard? Et est-ce qu'il marque le terrain de ce point de vue-là? Je crois qu'il y a trois. Tu n'as pas réussi à faire, comme tu l'as rappelé, ni la macronisme, ni trop, pour le moment, la France insoumise. Non. Alors, pour le RN, je crois qu'il y a 3 options. Soit il triomphe. Et il triomphe, ça veut dire qu'il remporte d'abord des grandes villes. Attention, hein, ils sont sur les rangs pour l'emporter potentiellement à Toulon, bien sûr, à Marseille, à Nice, à Perpignan, où ils sont déjà. Voilà. On peut imaginer qu'ils remportent ces 4 villes. Bon, dans ce cas-là, ce sera difficile de nier un très gros succès électoral de leur part. Attention, ça veut dire que si c'est ça, ça veut dire que ceux qui ont été en phase 2 à l'occasion de ces municipales ont été incapables de proposer quand même quoi que ce soit pour les contrer politiquement. Ça sera aussi un enseignement. Donc, première possibilité, une forme de triomphe du Rassemblement national. Deuxième possibilité, ce qui serait un succès du Front national, mais qui apparaîtrait moins visible aux yeux des gens, et ça pourrait être dans ce cas-là un trompe-l'œil. C'est qu'il n'y aurait peut-être pas une victoire dans ces grandes villes-là, mais par contre, il pourrait y avoir une victoire dans des villes beaucoup plus de taille beaucoup plus petite, des villes qui sont des préfectures ou des sous-préfectures. Et ça traduirait quand même leur ancrage. Et ça serait beaucoup. Mais ça se verrait moins. Alors on pourrait, les commentateurs se presseraient de dire « Ah, vous voyez, vous n'avez pas gagné Marseille, ah, vous n'avez pas gagné je ne sais pas quoi à Nice. » Sauf que moi, j'ai commencé à faire un petit tour d'horizon. C'est la France des sous-préfectures d'Arnaud Montebourg. Oui, mais c'est pas rien ça. C'est pas rien. Et j'ai regardé les résultats dans un certain nombre de villes, j'en ai listé quelques-unes. Lens, Liévin,
Cambrai, Boulogne-sur-Mer, Montauban, Narbonne, Carcassonne, Agde, Alès, Lunel, Sète, Frontignan, Istres, Martigues, Bagnols-sur-Cèze, Aubagne, Romorantin, Saint-Dizier, Abbeville. Voilà, donc quelques-unes que j'ai listées. Mais imagine que sur cette liste-là, ils en prennent les 2/3. C'est une sacrée victoire politique. C'est un sacré niveau d'implantation dans les territoires. Ça apparaîtra peut-être pas comme une grande victoire, mais mais ce sera politiquement un sacré succès. Là encore, ça voudra dire que la stratégie qui a été déployée en face n'a pas été la même, quand même, d'aller au plus près du terrain, dans ses préfectures et dans ses sous-préfectures, pour mener le combat de manière victorieuse. Ça sera un enseignement aussi important. Je crois que dans ces deux situations-là, le RN, ce sera difficile de lui dénier une victoire importante. Mais ça, c'est pas acquis. Et si on n'est pas dans le cas 1, où ils emportent les très grandes villes, on n'est pas dans le cas 2, où ils font quand même une sacrée razzia sur les préfectures et sous-préfectures. Alors là, par contre, il faudra se souvenir que c'est la deuxième fois consécutive que Bardella est incapable de transformer l'essai. Le précédent, c'est bien sûr l'entre-deux tours de l'élection législative de 2024. Le mec sort tout auréolé d'un gros succès aux élections européennes. Il fait un très gros premier tour dans la foulée. Honnêtement, il raconte n'importe quoi dans l'entre-deux tours, avec une stratégie, je sais pas qui sont les gens qui sont derrière, qui ont été lui conseillés de faire ça. Bref, son deuxième tour est un échec complet. Oui, mais il faut noter, Bardella, c'est la capacité de transformer l'échec en 2024. Ça, c'est coché, hein. Donc, si là, on coche une deuxième fois incapacité à transformer l'essai avec la dynamique qui est celle du Rassemblement national et qu'il est incapable de retranscrire dans les urnes, il faudra savoir le dire. Et ça sera aussi un sacré indicateur pour 2027 quand même. Ça va peser. Fino. Et de ça, il y a une autre conséquence qui est interne, effectivement, au Rassemblement national. Par contre, c'est que vous avez peut-être vu passer, c'était le 11 ou 12 mars, une interview de Marine Le Pen, qui revient, une fois encore, recadrer Jordan Bardella et redire que la stratégie du Rassemblement des droites n'a jamais été la stratégie du Rassemblement national et ne le sera jamais. Et elle emploie les termes, je ne les ai pas sous les yeux, mais qui sont très exactement ceux-là. Elle dit « Nous n'avons pas vocation à rassembler les électeurs de droite, nous avons vocation à rassembler les Français ». Ça s'appelle un recadrage en règle, une fois encore, à moins d'une semaine du premier tour, alors qu'elle l'avait déjà à nouveau, parce qu'elle avait déjà recadré Bardella sur le fait de dire que lorsqu'il avait lancé son idée de cordon sanitaire vis-à-vis de LFI, sur lequel on pourra s'arrêter, mais lorsqu'il avait lancé cette idée-là, Marine Le Pen était venue dire que il fallait pas jouer à ce petit jeu-là du cordon sanitaire, et que d'ailleurs, le Rassemblement national ne retirerait aucune liste, ce qu'elle a reprécisé à nouveau à l'occasion du deuxième tour, puisqu'elle considère que les électeurs, elle n'est pas propriétaire de ses électeurs et que s'ils votent pour elle, ils doivent avoir le droit à cette offre électorale au deuxième tour. Donc, elle est quand même plus maligne que Bardella. Elle est plus maligne, mais pour les éléments extérieurs comme nous, la perception, c'est quand même qu'il y a un très, 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 très fort niveau de tension au sein du Rassemblement national. Et on verra bien ce qui se passe au mois de juin, quand il y aura le verdict qui tombera du procès en appel de Mme Le Pen. Mais moi, je mets une pièce sur le fait que si Marine Le Pen est condamnée, Bardella n'en sortira pas indemne. Enfin, on connaît un petit peu ces gens, on voit quelles sont leurs pratiques, on peut leur faire confiance sur le fait d'être capable de sortir entre les couteaux quand même. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir un sacré règlement de compte interne au Rassemblement national. Alors, tu veux dire comme les gardiens de la révolution iranienne, malgré la défaite sous les bombes, il reste des missiles cachés dans les tunnels pour je pense que faire une petite un tir final. Ouais, je pense qu'ils en ont quelques-uns. Quelques-uns, mais elle aussi. Oui, elle aussi, oui, c'est ce que je dis. Elle aussi, elle en a quelques-uns. C'est peut-être... Elle a peut-être le nombre de drones Shahed, mais elle a aussi la précision de missiles un peu plus puissants et percutants, à mon avis. Donc Bardella, il peut faire le malin avec ses 38% aujourd'hui. Déjà, son entrée en campagne, moi je te le dis, elle ne se fera pas à ces tiages-là. Mais puisqu'on l'a évoqué, on dit peut-être un mot quand même de son histoire de front
Et cordon on allait de sanitaire. propos, il y a là, cordon sanitaire, alors qu'eux-mêmes s'opposaient au cordon anti-RN, au FN. Donc, cordon sanitaire FI, et puis après, on parle de la FI. Ouais. Le cordon, l'idée même du cordon sanitaire, s'il fallait encore un témoignage du fait que Bardella est quand même puissamment une reproduction du système existant, c'est quand même celle-là. Voilà. Cet argument, l'argument du cordon sanitaire, c'est l'argument des partis du système à la base. C'est l'argument du Parti socialiste ou de R et de C'est ça, donc il a envie, et de l'UMP. Et donc, si lui se saisit de cet argument, c'est que finalement, voilà, il a envie d'être ça. Voilà. Il a envie d'être ça. Il revendique le fait d'être ça. Ça, c'est sur la forme, je serais tenté de dire. Mais sur le fond aussi, on voit bien la divergence profonde qu'il y a avec une Marine Le Pen. Parce qu'un Bardella, qu'est-ce qu'il dit en disant qu'il faut faire un cordon sanitaire? Il dit, moi, je veux être élu, mais j'accepte l'idée de l'exclusion de certains Français. Si vous faites un cordon sanitaire, c'est que vous excluez du champ politique, vous considérez que vous excluez du champ politique les gens qui veulent voter pour LFI, par exemple, parce que puisque c'est de ça dont il est question. Vous avez le droit de pas être d'accord avec eux. Bien évidemment que vous avez le droit de pas être d'accord avec eux. Mais ça enlève rien au fait que leurs idées peuvent trouver un écho et ont une légitimité. Voilà. Et lui, il veut soustraire ça du débat. C'est une approche très différente de celle de Marine Le Pen, et c'est typiquement une approche systémique. Et c'est donc pas une surprise si Le Pen a été le cogné, et si même avant lui, Zemmour a été le cogné en disant que c'était une stupidité que de proposer ce cordon sanitaire. Tous ceux qui jouent à ça, en fait, tous ceux qui font de l'aventurisme politique en cherchant des biais et en utilisant les atouts de l'adversaire, verront un jour se retourner ça contre eux. C'est ce que j'avais dit pour LFI à propos du vote utile, quand en 2022, LFI a tout misé sur le vote utile, qui est un argument que jusque-là, dans une élection présidentielle, LFI avait toujours réfuté et avait toujours refusé d'utiliser. À partir du moment où vous l'utilisez une fois, d'abord, vous n'avez plus que celui-là à disposition pour les suivantes. Et en règle générale, on le retourne contre vous. On verra ce qui se passera en 2027, mais ça fait partie des risques pour LFI. L'histoire du cordon sanitaire, c'est pareil. Il veut jouer Bardella, il veut jouer à faire un cordon sanitaire vis-à-vis de LFI. Je mets une pièce sur le fait que, peut-être pas dans les 6 mois, peut-être pas dans les 1 an, mais que bientôt, cette idée-là se retournera à nouveau contre lui et qu'il reprendra le cordon sanitaire. Voilà. On ne joue pas sur des questions de principe en politique. Enfin, si, on peut jouer. On peut jouer quand on cherche des raccourcis, quand on cherche des biais. Ça, c'est juste la politique qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui, quoi. Eh bien, parmi ceux qui nous ont amenés jusqu'ici où on en est aujourd'hui, qui cherchent des raccourcis et des biais, et qui ne sont pas à une contradiction près, il y a quand même un paquet de gens au PS qui entendent d'un doux son ce cordon sanitaire. Parce que s'il y a un cordon sanitaire, alors c'est les jeunes un peu aux entournures, parce qu'ils étaient juste alliés, ils sont toujours alliés, je crois. Officiellement, avec la Roca Barca, c'est compliqué avec la France insoumise, mais quelque part, sans mettre les mains, ils aimeraient bien qu'il y ait un petit cordon sanitaire pour les voix aillent sur la vraie bonne gauche, celle qui est tout à fait... c'est l'enjeu qui sent bon. C'est l'enjeu à gauche. Ça a été toute la campagne, dont on remarque quand même que c'est donc une campagne. C'est quand même drôle pour la France insoumise, on en parlait tout à l'heure, mais s'ils le font d'une manière ou d'une autre, je serais à la France insoumise, je serais agacé. D'avoir fait un cordon sanitaire contre les RN pour faire sauver le PS, parce que c'était un sauvetage du PS, comme la Macronie, pour après dire qu'on sent mauvais. Bon, ça, c'est l'enjeu principal à gauche, on l'a bien vu. Il y a une espèce de front anti-LFI qui se constitue, alors à géométrie variable, ou comme on veut pas trop que ça se voit au niveau national, on renvoie la décision à chaque fois au terrain. Bon, on connaît toutes ces vieilles astuces. Il y aura des villes tests comme ça pour voir ce qui se passe et si les alliances PS, PC Vert arrivent à supplanter la France insoumise. Alors il y aura des villes tests, notamment dans les endroits où la France insoumise peut faire de très gros scores. Et c'est le cas notamment en Seine-Saint-Denis. Il faudra regarder ce qui se passe à La Courneuve, il faudra regarder ce qui se passe à Saint-Denis, voilà, et dans différents endroits. Mais ce qu'il faut noter dès à présent, c'est que la polarisation qu'on évoque quand même régulièrement dans ces émissions, et qui est quand même un drame pour notre vie politique, a existé à tous ces étages dans cette espèce de pseudo-campagne
qu'on a eue dans cette campagne qui n'a pas vraiment existé, il y a eu très peu de fond, il y a quasiment eu que des polémiques. Et les polémiques, c'est quoi? C'est d'un côté le cordon sanitaire proposé par Bardella, donc ça, c'est de la polarisation à outrance. De l'autre côté, la réponse de Mélenchon et de la France insoumise, qui est le front antifasciste, qui est de la polarisation à outrance, et qui est la polarisation à l'intérieur même des différents blocs. On vient de le dire, ce qui s'est passé au sein de la gauche, la manière de se différencier et de se distinguer de LFI pour les autres forces, les uns les autres se tapant dessus. Mais on aura la même chose en retour d'ailleurs, je vais le faire remarquer, à droite, puisque la question va monter dans l'entre-deux-tours des alliances entre la droite et le Rassemblement national. La question a déjà commencé à être mise sur la table, et ça va jouer, et ça va être perçu aussi en termes de polarisation. Donc, cette élection municipale, qui est normalement une élection au plus proche du terrain, elle est comme le reste de la vie politique, totalement gangrénée par la tripartition qui induit derrière elle la polarisation. Et la polarisation a lieu non seulement entre les blocs, mais a lieu désormais à l'intérieur même des blocs. Voilà. Ça, c'est une vision importante qu'il faut qu'on ait sur la scène générale d'aujourd'hui, si on veut pouvoir se projeter sur la suite, parce que moi, je crois qu'en l'état, il n'y a aucune perspective de rassemblement populaire qui peut exister. Si chacun reste dans son couloir de la sorte et n'existe et n'a une chance de survie électorale que par la mise à l'écart de l'adversaire, dans ce cas-là, on va en rester sur la politique morcelée telle qu'on la connaît et la démocratie minoritaire telle que je vous la décris depuis maintenant un certain temps. Voilà l'élément qui a été prégnant au sein de la gauche. Alors si on regarde plus en détail, bien sûr que le PS peut espérer se refaire la cerise. Il faudra voir dans quelle mesure la France insoumise va avoir des résultats, je crois, très inégaux. Très inégaux et qui sont le fruit et qui seront à l'image de sa politique. Elle s'adresse quand même beaucoup alors elle a une politique à destination des catégories populaires dans les banlieues, mais elle a une catégorie aussi très urbaine, un électorat très urbain qu'elle entend couver, et on l'a vu lors des dernières élections présidentielles notamment ou législatives. Elle sera susceptible de faire des scores relativement importants dans des métropoles, par exemple. Donc on aura sans doute des scores dans une vision métropolitaine loin d'être anodins de la part de la France insoumise, qui apparaîtront même comme un vrai succès, puisque jusque-là, l'implantation territoriale de la France insoumise, je crois que c'est pas leur faire injure que de dire que c'est quand même pas grand-chose pour l'instant. Là, il y aura quelque chose qui va sans doute se passer. Quoi qu'il arrive, ça pourra être valorisé par eux comme un progrès, à défaut d'être peut-être un succès. Il y aura ce qu'il faudra regarder dans les aires métropolitaines, au-delà de la métropole elle-même, où il y aura des succès, sans doute, qui seront importants. Mais il faudra regarder, il faut être capable de diagnostiquer ce qui se passe ailleurs. Est-ce que ça ne va pas être le grand vide ailleurs? Et j'invite à mettre ça en regard avec la situation potentielle de succès ou de réussite partielle du Rassemblement national dans cette France des territoires. Voilà. Et l'enjeu de la France insoumise, c'est pas de maintenir l'hégémonie à gauche, ou en tout cas de montrer aux autres que si c'est pas avec eux, ils emmènent tout le monde dans la défaite. Alors, il y a ça. Donc, d'abord, il y a cette répartition de la France, d'une certaine manière, qui est en train de se jouer entre les uns et les autres. Et puis le reste, il y a la stratégie, qui est la stratégie qui est désormais celle depuis 2018. Moi, je m'en étais ouvert à l'époque parce que c'était une rupture avec la ligne politique de la France insoumise de l'élection présidentielle de 2017, qui est le moment où Jean-Luc Mélenchon décide de la ligne stratégique du leadership à gauche. Cette ligne, elle a été ouverte en 2018, elle est aujourd'hui totalement revendiquée. Et elle est revendiquée dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, sauf que le leadership à gauche, en fait, il y a des fois où ça sert à rien de le remettre à nouveau sur la table. On peut considérer que ce leadership à gauche, la France insoumise, l'a acquis dans l'élection présidentielle de 2017. Elle aurait pu considérer que le match était plié, elle l'a pas fait. Elle a remis les choses en discussion pour 2022, puis plus encore en créant des structures telles que le NFP, la NUPES, etc. Et aujourd'hui, elle est finalement cloisonnée là-dedans. Elle est enfermée dans cette idée de gauche, et c'est pour ça qu'on voit ses principaux dirigeants monter
au créneau dans cette guéguerre interne avec le Parti socialiste, parce que chacun veut le drapeau pour pouvoir sortir le plus haut possible de la municipale et sortir devant l'autre pour rentrer dans l'élection présidentielle. Eh ben, c'est quand même un drôle d'attribut qui est donné à une élection municipale que de lancer ça. Juste sur la France insoumise, pour en dire un mot, il y a en même temps que cet affrontement avec les autres partis, il y a une petite guerre de succession au sein de la France insoumise qui va sortir du lot pour... Bon, à mon avis, quand Mélenchon ne sera plus, tout ça va s'effondrer comme un soufflet, parce qu'il n'y en a aucun qui a son envergure, je pense. Mais néanmoins, certains pensent qu'ils peuvent emmener le gâteau avec eux, dont la princesse Sofia Chikirou, candidate à Paris. Est-ce qu'elle peut faire un score? On a vu qu'il y a eu des sondages assez amusants où elle faisait de meilleurs scores dans les quartiers bourgeois. Je crois que ça les a un petit peu agacés par rapport aux quartiers populaires. Et puis on a ce paradoxe assez amusant d'avoir dans Paris, il me semble qu'elle a une de ses candidates qui est Madame de la Rochefoucauld, et extrême gauche donc, et il y a un candidat extrême droite qui a un nom à consonance maghrébine, qui est tout à fait une sorte d'explosion des logiques qui pouvaient avoir lieu avant. Donc Sofia Chikirou, est-ce qu'on peut dire quelque chose de Sofia? Bon, désolé de dire des évidences, mais je constate en voyant un certain nombre de questions que des fois c'est bien de les rappeler. D'abord, tous ceux qui pensent que Mélenchon ne sera pas forcément le candidat de 2027, les amis, il faut oublier, quoi. Voilà, Mélenchon, on savait au soir du premier tour de 2022 qui serait candidat en 2027. En tout cas, tous ceux qui connaissent un petit peu la boutique, on a tous bien souri au fait mieux et on connaissait tous la fin de l'histoire. Je pense que il faut pas avoir de doute là-dessus. Ça, c'est le premier point. Je préfère le redire. Ah, mais t'as raison, je vais me permettre une petite anecdote. On était en 2022. Puis je crois que c'est un journaliste du Figaro qui avait posé des questions sur Mélenchon. On m'a dit, bon, en 2027, il sera plus candidat. Je sais, alors, mon ami, vous comprenez rien à ce qui se passe. Je sais, bah, quand même, il sera à un certain âge. Écoutez, Mélenchon, à moi, m'avait dit un jour, Clémenceau a pris le pouvoir à 74 ans et depuis, la médecine s'est considérablement améliorée. Et en plus, comme tu le sais, il n'a pas besoin de médecine parce qu'il est fort comme un cheval et il est à peu près jamais malade. Donc, à mon avis, ça, c'est 2027. Et il fait les choses proprement, on se préserve dans une élection. Bon, voilà, de minimum. Et c'est pas 32, on verra. Bon, en tout cas, bon, voilà. Donc, Mélenchon en 2027, hein, ça y est. Enfin, ça, c'est une évidence. Je sais que la plupart en sont convaincus, mais je préférais le redire. Deuxièmement, la suite. Je suis d'accord avec toi pour dire que ça va être un défi pour la France insoumise de se maintenir au-delà de Jean-Luc Mélenchon. Tout simplement parce que ce mouvement a été construit simplement comme une machine électorale. Il n'est pas comme autre chose. Il n'a pas vocation à être autre chose qu'une machine, qu'une écurie électorale présidentielle, et exclusivement présidentielle. Voilà. Et d'ailleurs, les autres élections, on le voit au regard de ce qu'on vient de dire, servent uniquement à préparer l'élection présidentielle. Même chez des figures qui émergent. Négativement parfois. Mais on peut dire ça, il n'empêche que au sein du mouvement, et c'est logique, c'est bien naturel, il y a plein de gens qui vont vouloir en faire autre chose et qui vont vouloir maintenir la boutique pour la suite. Qui est en capacité de faire? On pourrait faire la liste. Il y en a quelques-uns, bien évidemment, et il y a ceux auxquels on pense, et puis il y a ceux auxquels on pense pas non plus, mais qui, vont se dire c'est le moment ou jamais. Il y a ceux qui fourbissent leurs armes un petit peu en coulisses. Vous inquiétez pas, il y en a. Il y a de quoi faire. Moi, je pense que Mélenchon, c'est comme Alexandre le Grand, tu vois, sur son lit de mort, hein, quand on lui demande, mais général, qui pour prendre votre suite? Et qui répond, le meilleur d'entre vous. Voilà. Moi, je pense que Mélenchon, sa réponse, ça sera ça. Ça sera ça, sauf si à un moment donné, il décide qu'il y a quelqu'un qui vaut peut-être plus la peine de prendre la suite et qui est en capacité de poursuivre d'une manière ou d'une autre son héritage personnel. Et j'avoue que... Vous avez eu François Delapierre qui est décédé il y a maintenant 11 ans. Oui. Et puis, à un moment, il y a eu une sorte de passion pour Adrien Quatennens, mais bon, qui a été décapité par ses affaires personnelles. Oui, et puis bon, je ne sais pas si ça aurait été jusque-là. En tout cas, toujours est-il que moi, en tant qu'observateur, je me dis, quand j'ai vu les candidats qui ont été avancés aux différents endroits,
ça ne m'a pas échappé que Mme Chikirou était installée à Paris. Et je sais ce que c'est qu'une élection présidentielle, qu'une élection municipale. Et je crois savoir comment on raisonne à la France insoumise et comment on sait qu'en étant candidat à cette élection dans certaines villes, et notamment surtout d'abord avant tout à Paris, l'élection municipale est le moment pour prendre la lumière, pour se construire une notoriété et peut être vu pour un tremplin pour s'imposer pour la suite. Mais enfin, je fais pas le procès de la France insoumise en faisant ça. N'importe quel parti un petit peu intelligent ferait les choses proprement de cette manière. Tu veux dire quel miroir Zemmour-Mélenchon, Knafo-Chikirou? Ce que je dis, c'est que je suis persuadé que si Mme Chikirou fait un bon score dimanche à Paris, ça la pose en centralité dans le jeu interne de la France insoumise. Je sais bien tout ce qu'on va me dire, qui tient quoi dans l'appareil. Je sais. Mais écoutez quand même ce que je dis. T'as raison. Écoutez ce que je dis. Si elle fait un bon score, elle est posée en centralité pour la suite au sein de l'appareil insoumis. Ceci étant, alors désolé, on fait un peu du zigzag entre les différentes forces. La candidature de Chikirou était une candidature qui pouvait rebattre les cartes à Paris. Le problème de la candidature Chikirou, c'est qu'elle a eu une candidature qui n'était pas forcément attendue en face, qui est la candidature Knafo, qui est une candidature absolument pas sur le fond des idées. Ce que je vais dire n'a rien à voir avec le fond des idées, et loin de moi l'idée de mettre en parallèle la politique portée par Mme Chikirou et par Mme Knafo. Mais ce sont, dans la vision, la perception que peuvent en avoir les électeurs, deux candidatures qui sont un peu sur le même segment. Voilà. Qui sont qui arrivent un petit peu comme des boules dans un jeu de quilles, qui font des candidatures féminines, avec de la jeunesse, avec une forme d'art oratoire spécifique, avec une connaissance fine des stratégies électorales qu'elles ont étudiées l'une et l'autre de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc, on a deux candidatures qui jouent d'une certaine manière un petit peu et qui empiètent sur le même terrain de ce point de vue-là. Et il faut bien reconnaître qu'il semble se passer, on verra dimanche, quelque chose avec Mme Knafo. Et ce quelque chose se fait, alors tout le monde va dire au détriment du RN, oui, ils font 4% à Paris ou je sais pas combien, on s'en fiche, pas d'intérêt. Ouais, c'est Mariani. Un petit peu au détriment de Madame Dati, sans doute. Mais ça se fait aussi au détriment de Sofia Chikirou. Donc le beau plan qui était bien huilé, qui était celui de la mise en orbite de Sofia Chikirou à l'aide de la municipale à Paris, peut-être qu'il va marcher. Et peut-être que voilà, les éléments des contingences extérieures vont faire qu'il va peut-être moins bien marcher. Et ça aura des conséquences pour la suite. Voilà. Tout ça, c'est de la petite tambouille. Peut-être que on se trompe, je me trompe totalement en vous disant ça. Je vous invite quand même, moi, à le garder dans un coin de la tête le moment venu. Je vais demander ton avis par rapport, rapidement, sur Paris, juste. Comme c'est la capitale, par rapport aux questions internationales. Parce qu'on a des candidatures hautement inclusives, je trouve, enfin plutôt très internationalistes. Parce qu'on a Sofia Chikirou qui est un peu la candidate de l'Algérie, de Venezuela, de Maduro et de la Palestine. On a Knafo qui est plutôt la candidate d'Israël et des États-Unis, Mariani un peu le candidat de la Russie. On a Madame Rachida Dati qui représente le Maroc et le Qatar. Non, un petit peu. Est-ce que compte tenu de la manière dont on connaît Madame Chikirou, est-ce qu'elle va pas tenter un coup par rapport à l'Iran? Parce que j'ai l'impression que ça bougeait un peu du côté de la France insoumise. En faisant un petit revival Palestine Palestine a été complètement oubliée là, évidemment, il y a trop d'événements internationaux, ou non. Je sais pas, je pense que c'est compliqué, la campagne avance trop vite. LFI a eu quand même le boulet au pied dans cette campagne de la mort de Quentin Dorenc à Lyon. Ils ont voulu, ils ont adopté une stratégie qui est politiquement compréhensible, celle de ne pas vouloir reculer. Ils ne pouvaient pas faire autrement, de toute façon. Honnêtement, ils n'avaient pas le choix, mais ils l'ont fait avec quand même une forme de provocation qui a parfois sans doute été beaucoup trop loin, et ils vont peut-être le payer. En tout cas, leur campagne a été quand même rendue beaucoup plus difficile par ça. S'il y avait eu des moments où il avait fallu faire bouger une campagne, notamment à Paris,
ça aurait été en amont. Là, on arrive sur la fin de campagne, on est à 3 jours du premier tour. Je crois que ça va être compliqué de jouer cette carte-là. Il y aurait pu. Je pense qu'il y aurait pu, mais je pense que là, ils se sont mis eux-mêmes le boulet au pied. Donc, on a parlé aussi des Verts. Il y a quid Les Verts, on en a... Enfin, il y a un élément, quand même, c'est que les Verts, ça y est, là, ils sont dans le casse-noix, quoi. Ils vont pas en sortir. Ils vont pas en sortir. Parce que ce qu'on a dit pour le PS, le PC, etc. Ok, poste plutôt même. Non, mais le PS et le PC qui sont en train d'essayer de jouer le front anti-LFI, mais ceux qui sont pile à la charnière et qui vont voler en éclats au lendemain de la municipale, dans la perspective de la présidentielle, c'est bien évidemment les Verts. Alors tout le monde peut dire que LFI a essayé de magouiller aussi et de préparer des arrangements pour les faire exploser. Enfin, ils ont besoin de personne, les Verts, pour exploser. Ils explosent tout seuls comme des grands. Voilà. Donc eux, ils vont voler en éclats au lendemain de l'élection municipale. C'est ça qui va en sortir. Et puis le fait qu'ils vont perdre quand même beaucoup sur le terrain, et notamment des grandes villes, avec tout ce qui va avec. Bon, c'est pareil. C'est Grenoble, Lyon, Bordeaux. Ouais, aussi, ils vont sortir. Aussi, alors eux, ils vont pas sortir les couteaux, mais tu vois, ils vont se battre à coups de tapette à mouche quand même, quoi. Je crois qu'ils protègent les mouches. Avec une tapette, tu peux juste les assommer. Pas moi. Je casse parfois même la tapette tellement juste un peu, elle m'énerve les mouches. Bon, voilà, c'est le moment privé. Et les forces qui sont là depuis Vercingétorix et qui ont fait la France ce qu'elle est et qui ont construit cette Union européenne néolibérale et qui ont été au pouvoir, été faussement dans l'opposition sur les questions essentielles et puis ont composé la Macronie. Je pense évidemment au Parti socialiste et au LR. Comment tu les vois surnager? Est-ce que ils reconquièrent un peu reprendre sur les Verts pour le PS, les LR essayer de sauver quelques villes plus ou moins importantes ou reconquérir certaines? Ouais, le PS, ils vont forcément profiter un petit peu de l'appel d'air qui a été créé grâce au NFP pour reprendre le poil de la bête au sein de la gauche. Donc, ils vont pouvoir faire valoir leur leadership au sein de la gauche vis-à-vis de LFI. C'est ce qu'ils vont faire dans les chiffres. Après, sur la question de la projection sur la présidentielle, la question elle n'est pas plus réglée que ça. C'est-à-dire que la ligne forte qui est la ligne de ne pas choisir à cette élection et donc de ne pas donner de consignes générales et de tout renvoyer au terrain pour lui ne pas être en première ligne, elle est plus tenable au lendemain de la présidentielle quand Glucksmann et Hollande vont continuer à bombarder sur tout sauf LFI. Voilà. Donc eux, ils vont être aussi dans une situation de fragilité. Et quant à LR, eux, c'est le miroir des Verts. Pas simplement du PS, c'est plus le miroir des Verts. Parce que eux, la question de alliance ou pas avec le Rassemblement national, sur fond de bataille entre Retailleau et Wauquiez, qui s'accroche toujours comme un morbac, hein, c'est pas possible, c'est incroyable, quoi. Il va jamais les laisser respirer à l'autre. Hein. Et donc, moi, je vois pas comment eux ne sont pas à la veille aussi d'une nouvelle crise extrêmement profonde. Et donc, la surprise, quand même, avec tout ça, et je suis un peu embêté de le dire, c'est que j'ai dit tout le mal et toute l'incapacité du macronisme à s'implanter sur le terrain, mais que l'air de rien, eh ben, peut-être qu'ils peuvent en sortir moins mal que ce qu'on pensait dans cette ambiance-là. Voilà. Je te dis pas qu'il y aura un succès des listes Macron, hein, mais là où on pourrait raisonnablement penser qu'elle devrait être pulvérisée au regard du bilan gouvernemental, au regard de la situation, au regard des gesticulations sur la scène internationale du président français, eh ben finalement, ils devraient pas mal s'en sortir et ils pourraient potentiellement même ils vont aller chercher peut-être hein, des villes qui vont leur permettre d'avoir une vitrine. Lyon ça va être extrêmement compliqué pour les Verts de le prendre, mais à Lyon, si c'est pas les Verts, ça sera sans doute Hollas. Alors ok, ils vont nous dire que c'est un candidat société civile, mais enfin c'est un candidat qui est estampillé droite et LREM. En gros, ça n'existe plus LREM, c'est En Marche ou je sais pas quoi. Bon bref. T'arrives pas, sûr. Ouais, leur truc là. Bordeaux. C'est la même, hein. Si les Verts la perdent, il y a des chances que ça bascule dans leur escarcelle. Donc là aussi, en termes de vitrine, ben finalement, ils risquent
et c'est pas ce à quoi on s'attendait a priori, à en sortir moins mal que prévu. Mais bon, en même temps, la Macronie, c'est un peu comme la France insoumise, Macron tombé, tout ça. Même si c'est des villes qui sont prises, ce sont des gens qui pencheront plutôt vers le PS ou plutôt vers une alliance des droites en fonction de leurs origines initiales. Oui, mais s'ils croient avoir un revival au moment de ces municipales, ça va exciter leurs appétits. Alors la seule bonne nouvelle, c'est que les électeurs semblent avoir beaucoup plus de mémoire que les journalistes. Si je pense à Monsieur Philippe au Havre, Oui, là, où tout le monde nous dit que cet homme est formidable, moi je pense qu'il est mort politiquement depuis de très longs mois et que ça a été le dernier à s'en rendre compte. Je crois que ça s'en est rendu compte il y a 15 jours, quand il y a enfin eu un sondage un peu précis au Havre qui le donnait perdant. D'ailleurs, depuis, je crois qu'il annule quasiment tous ses rendez-vous pour faire du terrain. Il y a un gros sentiment de panique. Mais s'il y a un revival du côté du bloc central, avec en plus peut-être l'élimination d'Edouard Philippe, parce que s'il y a Psy au Havre, on peut pas partir derrière à la présidentielle. Bah, ça va aiguiser les appétits, ça. Il y aura un candidat du bloc central. Alors, on sait ce que veut faire Attal. On voit la partition qu'il est en train de jouer sur la scène internationale. Je suis pas sûr qu'il soit pas en train de se coordonneriser. Il y en a un qui bouge pas beaucoup aujourd'hui, qui est candidat en 2e ou 3e position sur la liste de sa ville, c'est Darmanin. Moi, je vous invite à le surveiller du coin de l'œil. À celui-là, je pense que c'est celui qui est le plus en situation dans leur espace. Donc là aussi, il y a des enjeux sur cette élection municipale. Ça fait beaucoup quand on fait le tour d'horizon. Et je l'ai pas dit quand on a évoqué CNAFO, mais bien évidemment, CNAFO, s'il a fait un joli score à Paris, c'est un sacré tremplin pour la présidentielle. On parle de 13-15. Donc, ça fait beaucoup d'enseignements au sein des partis qui pourraient sortir ce ce sera soir Eric premier qui tour. s'occupera des petits-enfants. Voilà. Ça fait peut-être beaucoup pour une élection municipale dont on pensait quand même à la base qu'elle avait assez peu d'enjeux. Donc, il va falloir regarder ça de près. Et puis, il va falloir, je l'ai évoqué au début de notre entretien, mais livrer la bataille sur le sens du vote de cette élection municipale. D'une certaine manière, je serais presque tenté de dire, peu importe les résultats. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque force politique va vouloir proposer son interprétation qui la positionne de la meilleure manière pour l'élection présidentielle à venir. Comme CNAFO à Paris, c'est le cas que tu évoquais aussi tout à l'heure. Comme CNAFO à Paris, mais CNAFO, si effectivement elle fait un bon score à Paris, logiquement elle règle la question au sein de Reconquête et elle va se projeter, et beaucoup vont la projeter vers l'élection présidentielle. Donc il faudra être capable d'imposer des contre-récits et puis des récits cohérents, en prise avec la réalité politique et en prise aussi avec ce qu'on souhaite ou plutôt ce dont on a besoin qu'il advienne pour l'élection présidentielle. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir. Cette élection municipale doit être vue au regard de l'élection présidentielle à venir. Chaque parti va faire ça, mais les observateurs doivent aussi se positionner de ce point de vue-là pour pas avaler les couleuvres des différentes organisations et faire ressortir ce qui sera quand même sans doute le message de cette élection municipale, le fait que les Français quand même ils s'y retrouvent pas. Voilà. Moi je crois que d'une manière ou d'une autre ça apparaîtra dans cette élection municipale. Les Français ne se retrouvent pas dans la vie politique d'aujourd'hui et peut-être que ça vaut le coup qu'on revienne un peu sur le sondage que j'évoquais tout à l'heure. Il y a justement à ce titre-là du fait que tu estimes qu'une des analyses ce sera que en réalité les Français font beaucoup de choix par défaut et qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique, en tout cas qu'elle n'est pas assez neuve par rapport aux enjeux tant nationaux qu'internationaux. T'évoquais ce sondage, CEPOF. Comment toi tu le lis à cette analyse? Bon, d'abord, disons tout net que les sondages, moi je fais pas partie des gens accros aux sondages, mais cette enquête est une enquête qui est autre chose qu'un sondage sur une intention de vote à une élection qui aura lieu dans 6 mois, dans 1 an, ou etc. C'est pas ça. Là, on demande la perception des Français sur différentes institutions, sur différents modes de fonctionnement, etc. Il y a, il me semble, un message qui se dégage. Il y a des tendances, et puis il y a des tendances nouvelles qui apparaissent, ou en tout cas qui s'accélèrent. La tendance globale, c'est qu'il y a un désenchantement toujours plus grand aujourd'hui de la vie politique, mais avec une accélération. Ce désenchantement, on l'a vu quand 76% des Français
jugent que le fonctionnement de notre démocratie, ce sont les termes, ne va pas bien. Ça veut dire qu'il y a plus des 3/4 des Français qui considèrent que la manière dont fonctionne la démocratie, pas simplement la vie politique, dont fonctionne la démocratie dans le pays, ne va pas bien. Ils ont pas tort. Et ils n'ont pas tort. Et sur ces 76%, il y en a 31%, c'est-à-dire quasiment un tiers des Français, qui considèrent que la démocratie ne va pas bien du tout. Pas bien du tout. Voilà, ils considèrent qu'il y a un vrai problème structurel. C'est pas rien. C'est 5 points de plus que par rapport à l'enquête qui a été menée il y a un an. Donc 5 points de plus en un an. Je rappelle qu'il y a un an, au moment où, non pas ce 17e baromètre de la confiance politique du Cevipof, mais le 16e avait été rédigé, on sortait quand même de 2 mois de vacances du pouvoir pendant l'été. On sortait du gouvernement Barnier qui venait de tomber sur la motion de censure, avec le gouvernement Bayrou qui avait mis quasiment un mois à se mettre en place entre courant décembre et début janvier. Donc les gens avaient été interrogés à ce moment-là. Il y en avait 71% qui disaient qu'ils n'avaient pas confiance dans la démocratie. On est aujourd'hui à 76%. Donc ça veut dire que même après cette l'annus horribilis de 2024, c'est encore pire. On continue la course à l'abîme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai bien vu les commentaires suite à cette enquête de la plupart des éditorialistes qui nous disent « Ah oui, mais c'est conjoncturel, c'est la faute du spectacle qu'on voit au Parlement, tous ces gens parlent haut, parlent fort, s'invectivent, et c'est ce triste spectacle qui fait que les Français n'ont plus confiance dans la politique ou quoi que ce soit. » Moi, je crois pas. Je crois pas. J'ai regardé plus en détail à quel moment interviennent les points de bascule. Et vous allez voir qu'il y a une drôle de concomitance des dates. Oui, historiquement, c'est complètement débile. J'ai vérifié avec des gens qui sont spécialisés à l'Assemblée nationale, qui connaissent des historiens de l'Assemblée de débat. Oui. Très très loin, la troisième. Après, c'est le livre de quatrième. Oh mon Dieu. Mais je vous invite à aller regarder. Ça, c'est sûr. Le président. Une idée de. Non, ça c'est sûr. Ça, je suis complètement d'accord. Non, mais c'est vraiment une analyse de sagouin. Bien sûr. Bien sûr. Nul. Et ça l'est d'autant plus si tu regardes le détail, ce que j'ai été faire. En 2021, c'est, tu vas voir, ça m'intéresse, c'est la dernière enquête avant le basculement dans la démocratie minoritaire. D'accord ? Parce que la France rentre en différé par rapport aux autres dans la démocratie minoritaire concrètement en 2022 avec des gouvernements qui sont pas majoritaires au sein de, même sous forme de coalition, pas majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. En 2021, il n'y avait que 42% des Français qui émettaient un avis défavorable sur le fonctionnement de notre démocratie. 42% en 2021, 76% aujourd'hui. On est quasiment dans un rapport de 1 à 2 en 5 ans. En 5 ans. Donc là, on dévale la pente. On n'est plus dans le même rapport du citoyen à la vie politique du pays. Donc on n'est pas dans un problème conjoncturel. Et ça, c'est le rapport à la démocratie. Mais les Français voient bien qu'il y a un problème avec le champ institutionnel lui-même. C'est encore quelque chose de plus spécifique. C'est-à-dire que le problème, il vient des institutions. Et ils le disent, ils considèrent à 82% que la situation institutionnelle est assez grave ou très grave. Là encore, c'est 4 points de plus en un an. Et comme il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles, ils voient bien que cette situation, elle ne peut pas durer. Et donc, quand on leur demande, contrairement à ce qu'on nous a vendu pendant des mois et des mois, en nous disant la démocratie minoritaire, c'est formidable, ça va obliger les gens à faire des compromis avec la culture du consensus, et on va faire comme tous les autres pays qui font de la démocratie minoritaire sans se rendre compte qu'ils sont tous bloqués. Bon, bref, on a tous entendu rabâcher ça sur les ondes par tous ces espèces de petits journaleux, parasites et paresseux qui répètent en cadence. On va faire comme en Allemagne où c'est tellement formidable. Voilà. Bon, qu'ils aillent voir en Allemagne ce que pensent les Allemands du gouvernement Merz, ils seront surpris. Toujours est-il que, contrairement à ces gens-là, aujourd'hui, quand on les interroge, il y a 49% des Français qui considèrent que le fonctionnement actuel ne peut être, et je cite l'énoncé de la question, qu'une situation transitoire et qu'il faudrait revenir à un fonctionnement plus clair avec une majorité nette à l'Assemblée nationale après la prochaine élection présidentielle. 49% qui considèrent qu'il faut revenir aux faits majoritaires et uniquement 22% qui, au regard de la propagande qui a été celle-là, disent que
il faudrait continuer avec la gouvernance minoritaire et qui valide. L'énoncé était le début d'un nouveau fonctionnement de notre démocratie avec lequel il faudrait aller plus loin pour la prochaine élection présidentielle. Donc quand les Français ont le choix entre la perspective majoritaire ou le fait d'essayer de trouver des biais et des raccourcis et de s'enfermer dans la démocratie minoritaire, eh bien ils disent 49% pour le retour au fait majoritaire, 22% malgré toute la propagande qu'il y a eu pour le fait minoritaire. Ça, c'est une indication. Ça, c'est une indication importante. Ça, c'est une indication pour dire que tous ceux qui vont s'enfermer pour la prochaine élection présidentielle dans des stratégies du socle et de se dire qu'ils vont pouvoir, parce qu'ils ont le leadership au sein de leur petit bloc et qu'avec 13%, comme Mélenchon dans le dernier sondage IFOP, je crois, qui est sorti le 12 mars, se dire qu'avec 13% au premier tour de la présidentielle, on peut aller au deuxième tour et on peut peut-être remporter une élection présidentielle. Tout ça sont des fadaises. Voilà. Les Français ne veulent plus de ça. À un moment donné, il faut le comprendre. Il y a besoin d'une perspective majoritaire. Il y a besoin de candidats, de mouvements, de corpus politique, de corpus stratégique qui permettent à un moment donné de recréer du commun et de réouvrir une perspective majoritaire où on va pouvoir agréger les gens autour de soi parce que sinon, la vie en société ne fonctionne plus. Je le dis avec un petit peu de véhémence parce que je trouve dingue que ces chiffres-là, je trouve dingue que ces chiffres-là, qui sont des chiffres absolument saisissants dans cette enquête, aient été passés totalement sous silence. Si, je sais pourquoi, parce qu'ils veulent pas aller voir, parce que ça les arrange pas. Mais enfin, je crois que c'est le principal enseignement de cette enquête. C'est ce qui rejoint ce que tu disais avant sur Marine Le Pen et Bardella. C'est l'intelligence, plus grande intelligence politique de Marine Le Pen qui, elle, comprend ça. C'est pour ça qu'elle parle de rassemblement national, alors que l'autre, bien sûr, est pas un rassemblement des droites, donc sur un socle. Elle essaie de se mettre en adéquation avec ce verdict qui est un verdict sans appel. C'est un plébiscite dans un rapport de 2 tiers, 1 tiers en faveur du fait majoritaire. C'est ça qui se passe sur cette grosse enquête avec 10 000 personnes dont on considère d'une manière générale qu'elle nous donne des enseignements et c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Et il faudra voir dans quelle mesure les élections municipales traduisent aussi cela. Ça sera pas si facile à lire dans les élections municipales. Mais d'une manière générale, je crois que c'est c'est quand même un élément local dans les élections municipales qui sont locales. Mais ça, je pense que sans Palantir, sans boule de cristal, on peut quand même émettre l'hypothèse, et je pense qu'on ne sera pas contredit par les faits, que quel que soit le vainqueur de la présidentielle en 2027, derrière, ça se traduit par une chambre bleue. En tout cas, une assemblée nationale qui sera de la couleur de ce parti politique avec une grosse majorité. Parce que les Français voudront sortir quel que soit de toute façon, dans le cadre posé par Jospin de mettre l'élection après la présidentielle électorale, c'est déjà le cas. Mais là, ça sera vraiment renforcé. Et ce sondage l'indique très clairement. Et je pense que ça va s'aggraver. Ce sera pas 49, ce sera beaucoup plus. Moi, je crois qu'il faut anticiper comme tu le fais et annoncer les choses telles qu'elles seront, parce qu'il y a ce sentiment qui va rejaillir. Et l'international va ajouter une dose là-dessus. C'est puisque maintenant, on est parti. Jacques Sapir nous a fait un papier très intéressant sur les différents scénarios économiques et les conséquences, en particulier pour nous, d'une guerre courte, moyennement courte et longue en Iran. Visiblement, c'est sorti des cadres espérés par Donald Trump. On est parti pour du long, donc beaucoup de casse sur la production d'hydrocarbures, minage de Croix d'Ormuz, attaque sur des bateaux. On a déjà la Lloyds et plusieurs assureurs qui refusent d'assurer les bateaux qui passent par là. Enfin bon, ça va partir en vrille. Donc ça veut dire que ça va être très tendu en termes économiques et sur l'aggravation de la crise énergétique qui a déjà 2 fois aggravé en 5 ans. À mon avis, les Français vont vouloir quelqu'un aux commandes et pas le bordel. En tout cas, ceux en qui ils n'ont pas confiance aujourd'hui, c'est les partis politiques existants. Ça, c'est une certitude. Et c'est aussi une donnée de l'enquête Cevipof. Et ça rajoute à ce besoin, quand même, notre offre électorale sur le fond, mais aussi sur la forme. Dans l'enquête Cevipof, on apprend que 15% à peine des Français font confiance aux partis politiques. Ils sont en dernière position. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que les partis politiques. Ils sont en dernière position des organisations auxquelles les Français considèrent qu'ils peuvent se fier. 15% à peine des Français ont confiance dans les partis politiques. Voilà où on en est.
après 4 ans de démocratie minoritaire, après 2 quinquennats de Macron aussi, hein, parce que l'heure de son bilan approche. Là encore, moi j'ai regardé, je vous ai dit par rapport au début de la démocratie minoritaire, j'ai regardé aussi par rapport au début du quinquennat Macron. Depuis 2017, la confiance dans l'institution présidentielle est passée de 34% à 22%, l'institution présidentielle. Ça rejoint aussi ce que tu dis sur l'attente des Français quand même qu'il y aura par rapport à ça après 2027. De la même manière, la confiance dans l'Assemblée nationale, je l'ai évoqué au début de notre entretien, elle s'est effondrée, elle était à 42% en 2017, elle est à 20% en 2026, elle a été plus que divisée par 2. Donc, on verra quels sont les messages des élections municipales. Mais il y a déjà un message pour l'élection présidentielle, c'est que les Français, maintenant, ils attendent une porte de sortie, mais qu'ils ne la trouvent pas dans ce qu'ils ont aujourd'hui sous la main. Qui va être capable de proposer une autre offre électorale? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ils considèrent que tout ça, on n'est pas en bonne politique. Et quand on leur demande quels sont les sentiments qui les animent quand ils pensent à la vie politique, c'est des termes assez acerbes qui sortent, les termes dégoût, défiance, et c'est ça qui ressort en premier lieu. Et donc, il y aura une dimension destituante en 2027. On se demande toujours, est-ce que les Français n'ont pas envie de se retrouver avec plus de calme et de revenir à des choses plus apaisées? Si, sans doute. Mais il y a malgré tout une dimension destituante. Oui. Il y a un passage destituant et c'est pour ça et ça renforce l'idée que la scène politique telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas adaptée. Voilà un peu que celui ou celle ou ceux qui incarneront cette force destituante devront être ceux qui, comme je l'ai dit, sont capables de rassembler bien évidemment plus largement et en même temps que de destituer ceux qui disent bon maintenant. Moi j'ai toujours dit que j'ai milité pour une politique constituante, pour une assemblée constituante. Je crois qu'il y a des moments où il y a la possibilité d'y accéder, puis d'autres où c'est plus difficile. Mais en tout cas, là, je n'ai jamais fait partie de ceux qui pensent qu'il y a une phase destituante et poum, on touche le fond de la piscine et on arrive à donner un coup de pied pour remonter dans une phase constituante. Moi, je crois que ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'il y a des phases destituantes et puis il y a des ramifications. On continue dans la phase destituante, mais il y a des branches constituantes qui commencent à refleurir à certains moments. Est-ce qu'il y aura un candidat ou une candidate qui, pour 2027, arrivera à être ça, à incarner cette phase destituante et en même temps à donner à voir cette capacité de rassemblement, à réouvrir la perspective majoritaire? C'est tout l'enjeu. Moi, je pense que celui ou celle qui arrivera à faire ça, il aura déjà une sacrée longueur d'avance sur les autres. Voilà, comme j'ai été assez pessimiste là-dedans, moi je donnais un chiffre qui me rend optimiste, ça, pour se faire plaisir, hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien. La confiance dans l'Union européenne, ça va te plaire. 38% en 2017, c'était déjà énorme, c'est plus que 29% en 2026. C'est encore beaucoup trop sans doute, mais c'est là aussi un drôle de signal. Là encore, je crois qu'il n'y a pas de surprise pour nous. Vu la propagande déversée dans les médias, que 29%, c'est ça aussi. C'est pareil, c'est comme pour ceux qui trouvent que le minoritarisme est formidable. Voilà. Imaginons sans la propagande délirante, ça part à 29. Voilà. Bon, espérons pour 2027. Mais je crois que le pays, en fait, en a besoin, parce que là ça se disloque économiquement, politiquement, socialement, et bon, voilà. Ça aurait été 10 ans de Macron, une dislocation, il faut ressouder le pays, reconstruire et partir de l'avant. Bon, cas du bien. On verra dans les prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Vous êtes nombreux à aimer les analyses de François, et c'est pas étonnant. Elle n'a pas autant qui voit aussi bien dans la politique française et le lit ce qui se passe dans la politique européenne et en même temps avec des éléments de l'international. On va y revenir, la politique européenne, des choses aussi, on reviendra dans la prochaine émission. Sûrement la prochaine émission. Si ce n'est pas fait jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de liker, d'apprécier cette émission, de faire des commentaires, évidemment de la partager, de la faire tourner. Comme s'il y a des élections ce week-end, je pense que vous pouvez l'envoyer à quelques personnes pour qu'ils se fassent une idée, puis aussi après pour réfléchir aux résultats et sortir, comme l'a dit François tout à l'heure, de l'analyse bateau et pâté que vous aurez sur BFM, LCI, CNews, Le Monde, Libération
Et en général, ce qu'on nous offre malheureusement dans ces médias-là, pour ceux qui le peuvent, en bas de cette vidéo, vous avez les liens pour aller sur notre page Tipeee et Stripe pour donner un coup de main, pour continuer ce qu'on fait. Et justement, c'est le moment, car nos caisses commencent à être un petit peu vidées en raison des nombreux projets qui sont mis en œuvre. Vous verrez ça très bientôt, en particulier une application qui est formidable. Ça prend un peu de moyens, mais je crois que ceux qui ont développé les applications du Monde ou du New York Times vont nous l'envier, parce que vraiment, elle est meilleure. Bon, je me vante un peu, mais il y a eu vraiment du beau travail, long et pénible. Voilà. Donc, si vous pouvez nous aider, eh bien, ça sera le bienvenu. Je vous rappelle aussi qu'il y a notre portail numérique pop.media. On arrive doucement autour des 2500 abonnés. Vous pouvez continuer à vous abonner. C'est gratuit. Il vous suffit de renseigner un email pour vous abonner et accéder à l'ensemble des publications gratuitement. Vous pouvez également nous aider en prenant un abonnement volontaire à partir de 2 € par mois. Voilà, si vous appréciez ce qu'on fait, je pense que c'est pas trop donné. Et nous, ça nous aide considérablement. En particulier dans la période qui vient, il y aura beaucoup de boulot et à l'international et pour les élections qui se profilent en 2027. Voilà, merci à tous. Excellente fin de soirée à tous. Excellente journée pour ceux qui nous regarderont dans la journée. À très bientôt. Au revoir et n'oubliez pas, en politique comme à l'international, vous le voyez, toute action entraîne une réaction d'intensité au moins égale. Allez, au revoir.